Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission de télévision Success Story Show ou Triple S, dont l'appellation en français c'est l'émission de la réussite. Triple S a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat par la vulgarisation d'entrepreneurs au parcours exemplaire, ce que les Américains appellent des Success Stories, c'est-à-dire des entrepreneurs qui, pour la plupart, sont partis du néant pour devenir des géants de l'économie. Et justement, aujourd'hui, nous sommes heureux d'en recevoir un sur le plateau, mais tout d'abord, passons au sommaire avec notre community manager, Bintou Bao. Bonjour Bintou. Bonjour chers téléspectateurs. Au sommaire, nous avons 5 rubriques au total. La première, c'est la rubrique présentation. La deuxième et principale rubrique, c'est From Zero to Hero, c'est-à-dire du néant au géant. Ensuite, nous avons la rubrique My Small Business ou bien ma PME, réservée aux startups et aux PME. Et last but not least, nous avons la rubrique conseil Keys to Success, c'est-à-dire les clés de la réussite. Et enfin, nous aurons une rubrique qui passera 3 fois appelée Social Media Views que je vais vous présenter pour choisir les meilleurs commentaires et questions posés par les internautes qui suivent sur les réseaux sociaux à travers le hashtag Success Story Show. Et maintenant, passons à notre première rubrique, présentation. Alors, bonjour, c'est Jamal Foster. Alors, bonjour, monsieur Malik. Alors, je vais commencer d'abord par remercier les chers téléspectateurs de l'émission Success Story Show. Et je voudrais dire que soyez les bienvenus. Donc, je suis à vous. Alors, Jamal, j'imagine que les débuts, c'était pas assez évident à ça. Vous avez eu à galérer certainement. Donc, à quoi ressemblait le début de votre entreprise? Malik, donc déjà on va commencer par parler galère, parce que galère c'est en fait c'est quelque chose d'inévitable dans le parcours d'un chef d'entreprise. Comme tu vois un peu, dans la vie, on commence, déjà on est. Quand on est, on a certaines difficultés. On grandit et à un certain moment, on atteint une certaine phase de maturité. Donc les phases de galère par rapport à ma début, c'est surtout lié au fait qu'en fait, le consommer local, c'était pas quelque chose de très connu au Sénégal. Donc du coup, j'ai commencé très très petit. J'ai commencé d'abord par imaginer un projet, savoir qu'est-ce que je voulais faire. Donc j'avais déjà un produit. Et le produit que j'avais, c'était le piment. Donc quand j'ai fait ma conception, il me fallait d'abord avoir un produit, avoir le packaging et essayer de trouver le marché. Donc j'ai fait le maximum, j'ai eu le produit, j'ai eu l'emballage, donc j'ai eu le marché. Et après, les difficultés, c'était par rapport à comment pénétrer le marché d'un produit qui n'était pas bien connu par le public. Donc c'était en quelque sorte une transformation du piment pour en faire un produit du genre de... C'était la transformation du piment, c'est quelque chose je dirais d'extraordinaire. Il me fallait acheter le sac de piment, donc je suis parti chercher des pots qui étaient recyclés. J'ai eu la chance d'avoir un oncle qui m'a fait des étiquetages, donc un certain design de conception de logo. Et quand je suis parti sur le marché, il y avait une certaine difficulté à que les gens ils puissent accepter le produit. C'était un produit nouveau, quoi. C'était un produit nouveau et un produit local. Donc du coup, il fallait trouver des stratégies. Et j'ai su, avec le temps, avec une certaine système marketing, pouvoir trouver la stratégie qu'il fallait. Et par rapport à la commercialisation, quelles sont les étapes que vous avez eu à franchir? Parlez-nous surtout des débuts, des difficultés que vous avez eu à rencontrer jusqu'au développement. Jusqu'au développement. Effectivement, Malik, tu sais, je vais répondre à cette question, mais je vais parler un peu de mes débuts. Mais sous forme d'anecdote, c'est comment ça s'est passé.
Donc en fait, c'était l'idée d'avoir un produit comme je te l'ai dit au début. Donc j'avais un produit, je vais y aller étape par étape. J'avais un produit qui s'appelait le piment. Quand je suis parti acheter le piment à l'époque, donc le sac ça coûtait 11 000 francs. Donc j'ai acheté le sac de piment à 11 000 francs. Je suis parti acheter des bouteilles recyclées à 5 000 francs CFA. Donc ça fait 16 000 francs. Je suis parti voir mon oncle, je lui dis mon oncle, je voudrais avoir des étiquettes avec un logo. Est-ce que vous pouvez me faire ça? Donc pour voir un peu l'aspect familial de la gratuité. Parce que ça peut beaucoup aider par rapport au fonctionnement d'un produit. Donc mon oncle a accepté de me faire un logo et l'étiquette qui allait gratuitement. Donc j'avais le produit, donc je suis passé à la phase de conceptualisation du produit. J'ai fait le produit, j'avais le logo, donc j'ai fait un produit fini. Donc on appelait le piment. Je suis parti. Et tout ça à 16 000 francs? À 16 000 francs, wow. Avec une certaine gratuité. Après, il fallait la méthode par rapport à la consommation, je l'ai fait moi-même. Avec une certaine technicité. Vous aviez un local ou bien vous l'avez fait au début, c'était carrément ce qu'on appelle les entreprises à domicile. D'accord. Donc, je l'ai fait moi-même avec l'aide de la famille qui venait tous les soirs, ils m'aidaient. Et c'était des instruments manuels. Donc, quand j'ai fini la conception, je suis parti voir les grandes surfaces, les Prido, les autres grandes surfaces, les systèmes de distribution. Quand j'avais les échantillons. Je venais, je proposais le produit. Donc je vous dis, c'était une stratégie marketing. Donc je viens, je vous donne les produits sous forme de dépôt-vente. En dépôt-vente. Et quand je venais, les gens étaient un peu frileux. Ils me disaient, ah non, ça c'est un produit que c'est sûr que ça ne va pas marcher. Les gens ne connaissent pas le consommé local. En plus, la qualité des étiquettes, c'est nul, etc. Il n'y a pas de fra, il n'y a pas de code à barre. J'ai fait, ok, c'est normal. Parce que c'est un début. C'est un début. Il faut aider. C'est un jeune Sénégalais qui veut travailler. Il faut aider. Ils ont accepté de prendre le produit. Par 2, 6, par demi-douzaine. Donc je fais rentrer le produit. Après, je me retire. Je vous dis 15 jours de dépôt. Et avant même les 15 jours, la magie, les gens ils venaient acheter le produit. Et immédiatement, le propriétaire de la boutique m'appelait pour me dire, alors monsieur Foster, vos produits c'est déjà fini. Est-ce que vous pouvez m'en ramener? Et je dis, au début c'était 6, mais maintenant il faut prendre le carton, c'est 12. Donc c'est une stratégie. C'est une stratégie. Et après, bon, j'ai pas le choix, amenez-moi 12. Donc petit à petit, on est parti de 12 jusqu'à une dizaine de cartons, voire plusieurs. Et c'est la même stratégie que j'ai fait petit à petit au niveau de chaque grande surface, avec une certaine stratégie. C'est prenez mes produits en dépôt-vente, les clients, ils sont les rois. C'est des Sénégalais, ils savent c'est quoi le consommé local. Ils savent la valeur et l'importance de l'appartenance d'un produit au niveau de son terroir. Et immédiatement, je me suis ouvert au marché sénégalais. Et maintenant, je suis un peu dans l'international avec l'espoir, dans plusieurs pays, etc. Et toujours dans les difficultés, quelles sont les difficultés, les souvenirs les plus difficiles en tout cas de sa production? Les souvenirs les plus difficiles, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que c'est difficile, c'est pas difficile. Mais c'était quelque chose qui m'a touché au début. C'est quand j'allais au niveau des grandes surfaces, des boutiques, j'amenais mes produits. Et ça, encore une fois aussi, j'appelle les Sénégalais à être un peu moins complexés et fiers d'être ce qu'ils sont. On est des Sénégalais, on a des valeurs et des éthiques. Quand j'amenais mes produits, au niveau même des rayons ici, les gens qui sont dans les boutiques pour faire les rayons, quand j'amenais mes produits, et quand les autres marques, les produits importés, ils amenaient le produit, la manière dont on les accueillait, on prenait le produit, on les pointait. Le système de pointage était très rapide, l'accueil était chaleureux, alors qu'avec moi, ça ne s'est pas déroulé comme ça parce que je suis venu avec des produits locaux. L'accueil était très... Donc il y avait une certaine manque de patriotisme économique. De considération par rapport à ma personne, parce que moi, ils n'avaient rien contre moi, et par rapport aux produits locaux. Donc c'était mal accueilli. Le temps de réception c'était long. À un certain moment même, je demandais est-ce que vous pouvez me réceptionner mes produits? Et après, ils me disent ok, tu viens. Eux, ils déchargent les autres produits. Moi, je décharge moi-même mes produits. Au niveau des rayons, par rapport à l'exposition, les produits européens exposés, ils sont en tête de gondole, ils sont bien exposés et tout le temps ils sont dépoussiérés. Nous, les produits locaux, et ça, j'attire l'attention. C'est posé par terre, en bas.
carrément en bas des rayons. Là où il y a la poussière, là où c'est caché, c'est pas visible. Les produits locaux sénégalais, dans les grandes surfaces, allez-y. C'est toujours posé en bas de rayon. C'est pas visible et quelquefois, même les agents qui travaillent, ils peinent à dépoussiérer et à prendre soin de ces produits-là. Alors que les produits qui sont importés, ils sont carrément choyés et gâtés. Et ça, c'est ça m'a beaucoup touché par rapport aux difficultés. Moi, ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué. D'accord. Et donc, par rapport à ces difficultés-là que vous avez eu à rencontrer, maintenant, quelles sont les stratégies que vous avez eu à entreprendre pour remédier à ces problèmes? Les stratégies, c'est après la stratégie de commercialisation, bien sûr. La stratégie, déjà, c'est toujours parce qu'on est en phase de négociation, parce que ceux qui ont investi aussi pour commercialiser ces produits, ça leur appartient le business. Maintenant, ce que tu fais, c'est d'avoir une certaine complicité par rapport aux gens et de fournir en fait un produit de qualité. C'est par rapport aux critiques observées sur les produits locaux, c'est aujourd'hui de faire mettre l'accent sur l'étiquetage, faire des packaging de qualité, offrir aux Sénégalais un produit de qualité. Et par rapport à ça, ça résout en fait les coûts durés. Donc du coup, aujourd'hui, tu mets mon produit, et un produit qui vient d'Istanbul ou bien n'importe où aux États-Unis, le client, il va peiner pour faire la différence, parce qu'ils se valent, côté étiquetage, côté emballage et tout. Et c'est comme ça. Pour résoudre le problème, il ne fallait pas en parler. C'est pas aller au niveau des médias et critiquer. Il fallait faire en sorte d'avoir le meilleur produit possible. Et malheureusement, machallah, j'ai fait ce que je devais faire, et aujourd'hui, le résultat est que ça va. J'imagine que ces stratégies ont contribué au développement éventuel de sa production. Donc, quelles sont justement les premières expériences de succès de votre entreprise? Les premières expériences de succès de mon entreprise, je dirais que c'est lié surtout à la partie espoir. C'est comme aujourd'hui un chanteur. Aujourd'hui, aussi bien que Wally Seck, il se défend au niveau national, il aurait bien aimé voir ses produits à l'international. Moi, c'est pareil pour le monsieur qui fait la transformation ou bien la commercialisation des produits nationaux. C'était par rapport à l'export, de voir que mes produits, au niveau international, les gens l'ont vu de l'autre côté. Ils sont venus me voir pour me dire qu'en fait, que ces produits-là, on pense que dans nos pays, ça peut marcher. Et c'est là où j'ai commencé à faire des produits, aussi bien transformés que les produits frais, tels que le piment, l'aubergine africaine, qu'on appelle le djaratou, le gombo, etc. À les exporter partout dans le monde. Donc c'est là où j'ai commencé à voir que l'ampleur et le sérieux que j'ai mis par rapport à mon travail, ça commençait à payer. Donc du coup, ça a commencé à prendre des... Vous importez vos produits depuis quand? J'exporte mes produits depuis pas mal d'années, depuis environ 2011-2012. D'accord. Et bon, on sait que les marchés européens sont très stricts sur l'emballage. Donc j'imagine que vous avez vraiment développé l'emballage. Très strict. En fait, ça, c'est par rapport aux structures d'appui. Et ça, encore une fois, j'aimerais attirer l'attention sur les jeunes entrepreneurs parce que je ne sais pas si je vous ai dit, parce que je suis le président du réseau des jeunes entrepreneurs de demain et en même temps, je suis le coordonnateur de la plateforme des associations nationales et des associations nationales qui évoluent dans l'auto-emploi. Donc, par rapport à eux, il y a des structures d'appui aux jeunes qui évoluent dans l'agriculture. Donc, on peut vous aider au niveau de l'amont par rapport à votre culture. Les systèmes qu'il faut utiliser pour bannir l'engrais chimique, faire des cultures bio, des cultures certifiées. Déjà, commencer par acheter des engrais certifiés, faire une très bonne culture et pouvoir récolter et prendre soin de stockage et de comment est-ce que les produits sont traités. Après, le suivi, c'est surtout juste au niveau des papiers, certificats phytosanitaires et autres. Et il y a une certaine facilitation avec l'agence de la promotion des exportations qui peut faire en sorte que les produits puissent sortir en fait du terroir. Alors, maintenant, venons-en à vos meilleurs souvenirs de votre parcours entrepreneurial. Ok, donc
Les meilleurs souvenirs de ce que j'ai eu à réaliser par rapport à l'entrepreneuriat, c'est déjà c'est l'accession au niveau du réseau national des clubs des jeunes entrepreneurs du Sénégal, le RENJES, où j'ai été coopté, parce qu'après quand j'ai suivi la formation du FI, j'ai fini le fonds d'insertion des jeunes. Donc je suis sorti parmi les majors de cette promotion. Donc j'étais directement coopté par le RENJES. Donc j'ai occupé le poste, et jusqu'à présent j'occupe le poste de président de la commission de finances du RENJES. Après ce cheminement avec le RENJES, j'ai participé à un programme international qui s'appelait, en fait, qui était piloté par l'UEMOA et la Bretagne Commerce International. En quelle année? C'était en 2012. C'était en 2012, donc il fallait prendre les meilleurs projets des jeunes entrepreneurs. Donc sur 1000 projets, donc j'ai été sélectionné, j'ai fait partie des 2 meilleurs projets retenus. Donc 2 projets meilleurs retenus, donc je suis parti dans une compétition, je ne dirais même pas c'est une compétition, c'est une expérience qui s'appelle les talents du monde. Donc c'est les talents dans le monde, où j'ai eu à bénéficier de ça, pour ce mémoire, pour participer au programme Talents du monde, et j'ai représenté mon pays, le Sénégal. Donc porter le drapeau d'un pays pour aller le représenter dans un challenge tel que Talents du monde, c'était une fierté de cette expérience. Après, je continuais le cheminement. En 2013, je suis parti lors des franco-prenariats, c'est-à-dire les universités d'été au niveau de Toulouse en Albi, où il y avait un challenge aussi sur les meilleurs projets d'innovation à l'université des mines d'Albi. Donc avec le cadre dans le domaine en fait du développement durable. Donc toutefois aussi là-bas j'ai gagné le meilleur projet d'innovation 2013 à l'université des mines d'Albi. Donc dans mon groupe j'étais le Sénégalais, un Canadien, une Française et un Vénézuélien. Donc on était 4 dans mon groupe. Et Dieu a fait qu'on est sorti major. Je suis sorti avec le meilleur projet d'innovation 2013. Donc un projet qui s'appelle WO et que j'aimerais bien un jour présenter au Sénégal pour le faire bénéficier, parce que c'est un projet quand on l'a sorti et ça a été effectif. Donc on a reçu en fait de la part des business angels plus de 10 000 €. Donc ils ont injecté dans le projet, ils ont injecté 10 000 €. Après il y a eu des chaînes comme Ikea, des grands distributeurs français qui se sont accaparés le projet. Et même aujourd'hui on a signé un contrat. Après moi j'ai pas voulu signer le contrat parce que j'ai préféré retourner au Sénégal. Parce que j'ai préféré revenir et travailler dans mon pays, parce que j'avais plein de projets que j'avais déjà commencé ici. Donc j'ai dit niet au fait de rester à Albi pour carrément lancer le projet là-bas. Donc ça c'est une expérience. Après en 2012 toujours, j'ai été nommé Biz Awards, lors des nominés Biz Awards, c'est-à-dire au niveau des entreprises qui font de l'export. Donc j'ai été nommé Biz Awards. Donc ça c'est les parcours qu'aujourd'hui, ça m'encourage à aller de l'avant, ça m'encourage à dire aux jeunes, l'entrepreneuriat c'est pas difficile. C'est difficile, c'est pas difficile, et quand se dit la vérité. Mais il faut beaucoup s'accrocher, il faut avoir une certaine idéal de se dire bon je veux faire ça, et te donner les moyens d'y aller. Mais il y a beaucoup de contraintes, et du coup sinon on n'est pas solide, c'est bon, c'est encore beaucoup de combats à abandonner. D'accord. Et avez-vous déjà participé à des foires, des expositions entre temps? Ouais, je dirais que j'ai participé à tous les grands salons, le salon de l'agriculture du Sénégal, le SIAGRO, de la foire internationale de Dakar, le FIDAC, dont j'ai fait toutes les éditions. Depuis 2006, j'ai fait toutes les éditions. J'ai fait le salon international de l'agriculture de Paris. Donc j'ai fait plusieurs éditions du salon de l'agriculture. Et les Européens, comment ils ont apprécié vos produits généralement? Les Européens, ils sont là, ils sont très contents de voir des produits, les produits made in Sénégal, les produits locaux qui ont une certaine identité. Ils ont envie de découvrir, de connaître c'est quoi les produits. Et l'achat, moi quand je vais, j'amène
une quantité, après je reviens sans retour de produit, je vends tout, machallah. Et maintenant on est en train de préparer l'Expo Milano qui va se dérouler au mois de mai. Donc il va durer 6 mois où nous allons exposer aussi nos produits en Italie, à Milano. Et j'invite tous les Sénégalais de la diaspora qui vont suivre cette émission à s'y rendre au niveau du pavillon de Sénégal et acheter les produits du terroir. Alors, quelles sont vos perspectives pour votre entreprise? Vos perspectives, vos projets à court, moyen et long terme? Les projets à court et grand terme, aujourd'hui, c'est par rapport à la recherche de financement. Parce que tu sais, j'ai beaucoup de projets, j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie de créer beaucoup d'emplois par rapport à ce que je suis en train de faire. Par rapport à certaines usines, je pense que j'ai envie de passer à certaines machines d'industrialisation, avoir des machines de dernière génération, avoir un certain effectif, doubler, avoir plus d'une centaine d'employés parce que j'ai fait une centaine de gammes de produits. J'ai 100 produits au total que je commercialise. Bienvenue chers téléspectateurs dans votre rubrique Social Media Views de Triple S. Et comme vous le voyez bien, votre émission Success Story Show est une émission qui retrace le parcours exceptionnel de chefs d'entreprise qui ont eu à connaître un début très difficile mais qui ont finalement réussi à mettre en place une entreprise leader. Donc, jetons à présent un coup d'œil sur les réseaux sociaux et voyons en fait les quelques commentaires et questions formulés par nos chers internautes qui nous suivent partout. Et là, on voit le commentaire de Mamadou Ndiaye, étudiant à l'ISM, qui nous dit « Jamal Foster est un success story qui peut servir d'exemple pour les jeunes ». Il termine également son commentaire en posant cette question suivante. Donc, Jamal Foster, est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? C'est la question qu'a posée Mamadou Ndiaye. Je remercie Mamadou Ndiaye. Par rapport à sa question, est-ce qu'on est entrepreneur, ou bien on le devient? You become. Ok. Entrepreneur, je ne pense pas qu'on est entrepreneur. Mais quand même, on peut avoir le flair de se dire, ok, je sais vendre. Des très petits, quand on a un petit objet, quand on l'a facilement, on arrive à le vendre. On a cette sensation qu'on éprouve qu'on est bon quelque part. Mais l'entrepreneuriat, moi, dans sa globalité, et ce que je sais vraiment, c'est quelque chose qu'on apprend. Il faut aller dans les écoles, ou bien dans les séminaires, ou dans les sections de formation en coaching entrepreneuriat, pour savoir c'est quoi un entrepreneur. Comment on fait pour devenir entrepreneur, et quels sont les différents profils d'un manager. Et quand on a cette combinaison de ces éléments-là, on peut commencer à tendre vers l'entrepreneuriat. Mais surtout, connaître le sphère, l'atmosphère, le climat. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans chaque pays, l'entrepreneuriat se passe comme ça et dans d'autres pays autrement. Okay. Mais on le devient. On le devient, bien sûr. Donc on va enchaîner par Fatou Silla, qui est également entrepreneur. Elle demande qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir entrepreneur? Quelles sont les sources de motivation qui vous ont poussé à entreprendre, bien sûr? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur? Quand je le dis, je suis content. C'est ma mère. C'est ma mère, ma source de motivation. Quand j'étais très petit, je te dis, quand j'étais très petit, quand je me levais le soir, parce que je suis asthmatique, je me levais le soir très tard pour aller épicer. Donc, excusez-moi du mot, pour aller aux toilettes au petit coin. Et à chaque fois, je voyais la lumière du salon était allumée, vers 3h du matin. Et quand je revenais, je voyais ma mère était là en train de tisser des perles à 3h du matin. Et quand je revenais, je lui disais, mais maman, qu'est-ce que tu fais? Jusqu'à cette heure-là, au lieu d'aller dormir, tu me dis que tu travailles. Alors ce que tu es en train de faire, tu gagnes pas grand-chose. Elle va dormir, repose-toi, en plus tu es malade, tu es diabétique et tout. Elle me fait, non, tu sais mon fils, ce que je suis en train de faire là, c'est pour vous. Je suis en train de travailler jusqu'à 3h du matin, elle était malade, diabétique. Elle travaille très tard le soir. Et quand je lui demandais, elle a posé la question, pourquoi tu travailles ce soir? Tard le soir, elle me dit, je travaille pour vous. Et quand je suis devenu grand, quand j'étais en Europe, à un certain moment, je ne pouvais pas rester et savoir que toujours ma mère était toujours
au bercail en train de travailler jusqu'à 3h du matin. Je suis revenu, je lui ai dit ok, c'est bon. Maintenant, tu as commencé une chose, je vais terminer ça. Et on va aller très loin. Très très loin. Et aujourd'hui, je pense qu'elle a de quoi être fière de son fils. Tout à fait, bien sûr, ça c'est très intéressant. Donc c'était tout pour votre rubrique Social Media View de Tripless. Vous pouvez continuer à poser toutes vos questions, à laisser vos commentaires sur notre page Facebook ou bien notre hashtag #BXSStoryShow. Et maintenant, passons à notre dernière rubrique, Key to Success, ou en français, les clés de la réussite. Monsieur Jamal Foster, selon vous, quelles sont les clés de la réussite? Quel est le message de motivation que vous donnez aux jeunes qui n'ont pas... Je ne trouvais pas que je suis assez jeune pour dire aux gens c'est quoi les clés de la réussite. Mais bon, mais juste sous forme de conseil. On prêche par l'exemplarité. Comme en tant que bon Sénégalais, et vous me permettez de le dire en wolof, les clés de la réussite, nous ici, sur nous, à Inyano Wadjo. Ça se trouve par la bénédiction de nos parents. Et l'autre aspect, c'est pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Il faut savoir qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez. C'est en vous appuyant sur vos racines, c'est ça qui va vous permettre de décoller. Et troisième aspect, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas d'où il va. Et où tu vas, c'est comment est-ce que tu vas y aller. C'est avec les bagages intellectuels. Il faut redoubler d'efforts. L'intelligence ou bien la connaissance. Et quand vous le connaîtrez, quand vous savez ce que vous avez envie de faire, maintenant, il faut vous donner les moyens de les faire, mais de la plus belle des manières. Et si vous le faites avec la plus belle des manières, maintenant, il y a deux choses dans la vie. Il y a le bien, il y a le mal. Ça peut passer ou ça peut casser. Mais, tu sais, l'échec est formateur. Il faut vous appuyer même de ces échecs-là pour redoubler d'efforts et aller de l'avant. Et savoir qu'il ne faut jamais décourager, jamais baisser les bras. Et l'entrepreneuriat, encore une fois, c'est pas un concours de blabla, c'est un concours d'efficacité. Il faut être efficace. Il faut savoir ce qu'on dit, jihad nafs. Il faut savoir se priver de certains éléments de la vie pour gagner. C'est un combat. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, ceci met fin à la discussion et j'imagine que vous avez bien apprécié. Je vous donne alors rendez-vous très prochainement dans votre émission Success Story Show.